participé à ce séminaire qu'organisait la SANMO, séminaire en formation en perfectionnement en nutrition et médecine orthomoléculaire. C'était donc hier à l'EGTC Al-Hamma. Séminaire qui se poursuit également aujourd'hui. Également, tout à fait. Donc il y aura d'autres conférences du professeur Henri Joyeux cet après-midi et également de Mme Christine Boudet cet après-midi donc à l'EGTC Al-Hamma. C'est le 23e séminaire qu'organise la SANMO. Donc on est au 5e séminaire du 4e cycle. Et on a publié également le 20e bulletin de la SANMO, bulletin ortho. Et donc tout le monde est le bienvenu à ce séminaire et qui va être suivi par un autre séminaire du 22 au 23 janvier. Donc on annonce déjà la couleur et on pourra en parler de ce que vont présenter nos invités cet après-midi. Alors Christine Bouguet, une appréciation sur ce séminaire? Très intéressant, de très bonnes questions. Alors comme moi je donne un côté très pratique, c'est vrai que ça répond à des questions. La médecine donne les principes, la théorie, et après quand on se retrouve dans sa cuisine au niveau de la nutrition, c'est important de savoir comment opérer, qu'est-ce qu'il faut changer. Et c'est très sensible, c'est un domaine qui touche beaucoup l'affectif, les traditions familiales, donc il faut y aller avec précision et précaution. Professeur Joyeux. Évidemment, j'ai donné une grande conférence sur la nutrition et la prévention des maladies de civilisation, c'est-à-dire aujourd'hui ce que l'on voit malheureusement de façon très importante en Europe et qui arrive dans les pays comme l'Algérie, tout le Maghreb, c'est-à-dire le diabète, c'est-à-dire l'obésité, et puis les cancers et les maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire, on n'a pas suffisamment compris, c'est ce que nous essayons de faire passer avec la SANMO, et c'est extrêmement clair, c'est que notre système immunitaire, il dépend de ce que nous mangeons. Si nous avons de mauvaises habitudes alimentaires, en particulier avec des consommations excessives de produits gras, de trop de sucre, etc., nous risquons d'avoir du diabète et du surpoids et de l'obésité et des maladies de notre immunité. Or, notre immunité est quelque chose de très précieux. Vous voyez, c'est ce qui nous permet d'éviter les bactéries, les germes, les grippes, les maladies, les infections et même les pollutions environnementales. Nous avons la capacité, notre corps a la capacité de rejeter tout ça, mais il faut encore le connaître. Donc mon rôle est d'expliquer, si vous voulez, pas simplement la théorie, mais d'essayer de mettre en pratique comment je peux stimuler mon système immunitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre dans mon palais des saveurs. Le palais des saveurs, ça a une double signification, le palais anatomique et puis les saveurs, en sachant par exemple... La culture du goût. Exactement, que les premiers signes par exemple de l'Alzheimer qui fait très très peur en Europe, eh bien c'est la perte du goût. C'est la perte de l'odorat. Et si je demande à quelqu'un quel âge on n'est pas vu de votre nom, il me dit ils ont mon âge, j'ai 35 ans, j'ai 50 ans, etc. Non, ils ont 10 jours. Nous refaisons les papilles de la langue tous les 10 jours. Nous refaisons notre odorat tous les 3 mois. Nous refaisons notre foie tous les ans. Nous refaisons nos globules blancs tous les 7 jours. Nous refaisons nos globules rouges tous les 120 jours. Vous voyez, il y a des tas de notions extrêmement simples et je vous remercie infiniment de nous inviter pour que nous puissions exprimer ça à tous nos amis d'Algérie ou qui sont en France et qui nous écoutent, parce que ce sont des choses qu'ils peuvent mettre en pratique d'une manière très simple pour apprendre à manger mieux et meilleur. C'est ce que j'appelle miam miam miam, manger mieux et meilleur. Justement, comment renforcer donc, ce système immunitaire concrètement, donc, en passant par l'assiette? Quels sont justement les aliments qu'il faudrait peut-être privilégier ou ceux qu'il faudrait également éviter? Il faut augmenter le végétal et réduire les produits animaux. Nous sommes actuellement en Europe avec 80% de produits animaux, 20% de végétaux. Il faut inverser. Il faut aller vers plus de fruits, plus de légumes, plus que la nature me donne et que j'ai qu'à cueillir, si vous voulez. Et puis ne pas oublier que quand j'ai ça dans mon palais des saveurs, j'ai des dents et c'est fait pour mastiquer, pour me régaler. N'oublions pas que nous avons 6 glandes salivaires majeures qui fabriquent 1,5 litre de salive, c'est-à-dire avec des enzymes du goût, des enzymes de la digestion, et que nous avons 400 à 700 glandes salivaires dans les joues pour goûter un bon thé à la menthe, pour goûter un bon fromage de chèvre ou de brebis, pour goûter une bonne orange d'Algérie ou du Maroc, etc. Donc tout ça, si vous voulez, nous oublions que la qualité d'un aliment, c'est pas mon estomac qui le dit, c'est ici que ça se passe. Mais en fait, c'est un petit peu, j'ai l'impression, quand vous parlez d'inverser la consommation animale, végétale, donc plus de légumes, moins de viande, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à une alimentation finalement des années 50. Mais voilà, nous revenons vers nos grands-parents qui faisaient
chose formidable. Donc nos grands-parents mangeaient de la viande de manière épisodique. À l'occasion des fêtes. Voilà, on a fait croire que quand on avait de l'argent, il fallait consommer beaucoup de viande, et en réalité, ça rend les gens malades. Vous avez beaucoup de cancers qui apparaissent aujourd'hui chez les femmes, cancer du sein, chez les hommes, cancer de la prostate, parce qu'il y a une consommation de produits animaux qui acidifie notre corps. Et comme mon corps est acidifié, eh bien, je vais aider les cellules cancéreuses qui peut-être sont en train de dormir à les réveiller. Donc je pense que nous devons donner cette information, et je remercie très chaleureusement mon collègue d'Alger de cette association sur la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire la médecine qui va droit au but, je dirais, orthodoxe, orthomoléculaire, et donc qui permet aux gens de comprendre qu'il faut changer les habitudes alimentaires, pas vers un régime, pas le régime de Ducamp, que j'appelle Ducon en France, qui est une catastrophe, mais vers je change les habitudes vers plus de végétal. Et mon épouse, pour cela, est formidable parce qu'elle m'a appris tout le domaine de la cuisson. Parce que si vous choisissez bien les aliments et que vous les abîmez par la cuisson, le micro-ondes, il faut le mettre à la poubelle. Une cocotte minute, il faut la mettre au plafond pour décorer la cuisine, mais il faut aller vers la cuisson à la vapeur douce. Je lui laisse la parole. Alors justement, vous avez écrit un ouvrage, Madame Boucher, tout à la vapeur douce, pourquoi et comment. Alors justement, quel est le conseil que vous pouvez nous donner sur les modes de cuisson? Réduire les fritures, le micro-ondes? Eh bien, les fritures, il faut carrément les supprimer. Oui. Le micro-ondes, il ne faut pas l'utiliser, on vient de vous le dire. La cuisson idéale, la cuisson la plus naturelle, c'est la vapeur douce. C'est-à-dire que la vapeur, quand on fait bouillir de l'eau, est à 95 degrés. On met les aliments dans un bain de vapeur, comme on se met au hammam dans un bain de vapeur pour transpirer, évacuer des toxiques. La vapeur douce va faire transpirer l'aliment et il va évacuer des toxiques, des pesticides, des engrais et des conservateurs. Et en plus, la vapeur douce protège, elle va protéger les nutriments, à condition qu'elle soit courte. Voilà, donc je me suis basée sur un procédé qui existe autant autour de la Méditerranée et au Maghreb qu'en Asie. La cuisson à vapeur douce, vous avez le couscoussier, simplement ici il faudrait l'utiliser pour cuire autre chose que le couscous. dans le compartiment supérieur, cuire tous les ingrédients et ensuite on les mélange pour les accommoder et ne pas dégrader. Parce que si on dégrade les nutriments en cuisant trop, eh bien on n'a pas le bénéfice santé. On a tendance à dire justement que la cuisson vapeur conserve davantage la saveur, le goût des aliments. Absolument, elle conserve la saveur tout simplement parce qu'elle ne dégrade pas. Les couleurs c'est les vitamines, les saveurs c'est les sels minéraux. Quand c'est trop cuit, vous faites bouillir de l'eau à 100 degrés, les minéraux de l'eau se déposent sur la paroi, ils ne sont plus utilisables pour nous, pour notre organisme. Alors que si vous buvez une eau minérale, vous absorbez tous les bons nutriments, tous les bons minéraux qu'elle contient. On n'y pense pas, l'eau nous nourrit. Voilà. Et quand vous faites trop cuire vos légumes, principalement les légumes, puisque le végétal doit être aux 2/3, même plus, presque aux 3/4, doit être notre alimentation principale. Donc vous détruisez les fibres. Les fibres, c'est très important pour notre immunité, notre transit intestinal, pour toute la chimie organique, pour la transformation des micronutriments. Vous détruisez les fibres, vous détruisez les minéraux, vous détruisez les vitamines. Il ne faut pas que l'identité des aliments change, couleur, odeur, saveur et la texture. C'est très important. Voilà. Donc le conseil, c'est mesdames, messieurs aussi, il y a des messieurs en cuisine, à vos couscoussiers, à vos cuissons vapeur. Voilà. Oui. Voilà. La cuisson à vapeur. Le hammam pour la cuisine. Voilà. Je veux dire que les cuisines à vapeur en plastique modernes ne sont pas très intéressants parce qu'il y a peu d'eau, il y a peu de vapeur et ça dure longtemps. Or, la vraie cuisson à vapeur, elle est très courte. C'est plutôt la façon chinoise. On fait, par exemple, on fait tremper des pois chiches. Là, je vais vous étonner. On les fait tremper depuis la veille, ils gonflent, et vous allez les mettre sur la grille du cuit-vapeur 5 minutes. 5 minutes. Il ne faut pas qu'ils deviennent farineux. Quand ça devient farineux, ça devient du sucre. C'est pour cela que ça fermente, que ça fait des ballonnements et qu'on grossit. Parce que si on cuit trop, on transforme les glucides complexes en sucre et on grossit. On fait du surpoids, de l'obésité et par contre, on n'a plus les bons nutriments. Quand on transforme le sucre en gras, on fait du foie gras. Et quand on a le foie gras, on est fatigué. Vous voyez ? Et donc il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a une chose que même des médecins français ne savent pas, c'est que 1 gramme de sucre, si vous l'ajoutez à un autre gramme de sucre, ça vous fait 2 grammes. Bien. Et 1 gramme, c'est 4 calories.
2 grammes, c'est 8 calories. Si vous ajoutez une toute petite calorie à ces 8 calories, vous en avez 9. Eh bien, ça fait 1 gramme de gras. Donc, vous transformez 2 grammes de sucre en 1 gramme de gras. Et vous allez l'avoir soit dans le foie, qui va vous fatiguer, et ensuite, les femmes vont le retrouver surtout dans les glandes mammaires, donc risque de cancer du sein, et les zones autour de la prostate. Donc, c'est une des explications, le surpoids, si vous voulez, par de mauvaises habitudes alimentaires, qui font que nous voyons aujourd'hui de plus en plus de cancers. Donc, si nous apprenons aux gens à manger mieux et meilleur, nous allons voir réduire le nombre de maladies. Et moi, mon rôle de chirurgien et de cancérologue, c'est pas de remplir les centres anticancéreux, c'est plutôt d'éviter, c'est plutôt de faire qu'il y ait moins de malades, qu'on ne soit pas obligé. Or, aujourd'hui, nous avons une augmentation considérable de ces maladies. Pourquoi? Parce que mauvaises habitudes alimentaires. On va découvrir un reportage dans quelques instants. J'ai avancé une question justement, professeur Joyeux. Est-ce qu'il y a une alimentation type à suivre pour se prémunir contre toute forme de maladie, ou est-ce qu'il y a une alimentation spécifique justement pour éviter telle maladie, pour éviter le cancer Excellente question. Votre corps est cohérent. Si je vous donne des conseils, par exemple, pour vous dire, je vous évite un infarctus du myocarde, mais je vous donne un cancer, vous allez me dire, c'est quand même difficile le choix. Heureusement, le corps est cohérent, ça veut dire que tous les conseils que je vais vous donner pour éviter l'infarctus du myocarde sont les mêmes que ceux que je vais vous donner pour éviter le cancer, ou pour éviter une autre maladie, une thyroïdite, ou n'importe quelle maladie auto-immune. Donc il y a la cohérence de notre corps qui fait que, effectivement, la nutrition, l'alimentation, et c'est là ce qui se voit bien avec cette association de médecine orthomoléculaire, c'est transversal, c'est-à-dire que le pédiatre doit être compétent, le gériatre à la fin de la vie, mais aussi le gynécologue, l'urologue, le chirurgien digestif, le cardiologue, le pneumologue, tout le monde doit être au courant. Le problème, c'est que dans nos facultés de médecine, en particulier en France, mais c'est en train de changer plus vite du côté Algérie, Maroc, parce que j'y vais assez souvent, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On se rend compte que les médecins prennent conscience davantage ici dans vos pays, si vous voulez, du fait que la nutrition est quelque chose qui touche toutes les spécialités. Or, le problème en France, c'est qu'on a saucissonné le corps humain. Tu es pneumologue, tu ne sais pas où est le cœur. Tu es pathologue, tu sais où est le foie, tu ne sais pas où est le poumon. C'est totalement abusif. Et heureusement, moi, ce qui m'intéresse en tant que cancérologue, c'est que le cancer peut toucher n'importe quel organe. Il peut toucher la peau, il peut toucher le foie, donc je suis obligé de connaître tout ça. Et donc, je vais aller voir un grand spécialiste pour le détail, mais je suis obligé de garder une compétence, et la compétence passe d'abord par le problème de la nutrition. Très bien, justement c'est pour ça que la SANMO est ouverte à tous les praticiens et à toutes les spécialités. On va découvrir justement le reportage qu'a réalisé Nourouda Bouzgaou, puisqu'elle était hier donc à ce séminaire SANMO C4S5, séminaire en formation et perfectionnement en nutrition et en médecine orthomoléculaire. On découvre le reportage et on se retrouve juste après. Dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es. Un adage sous lequel le thème de la conférence de la Société de médecine orthomoléculaire et de nutrition a été comblé. Ce vendredi, à la salle Hassiba Bouali à Al-Hamma, il était question donc de débattre la question de l'alimentation et organiser une assiette bien équilibrée. Le retour donc à l'alimentation, j'allais dire ancestrale, mais c'est en fait l'alimentation simple, biologique, l'alimentation de tous les jours qu'on a l'habitude de faire, et ne pas aller être tenté par ce qui se passe actuellement à travers certaines sociétés qui se disent industrialisées, justement parce qu'il y a derrière de gros profits en mettant sur le marché des produits qui ne sont plus naturels, même ce qu'on mange dans les grandes des super restaurants, etc., qui offrent des repas faits, etc., ils sont trop riches en sucre, en sel et surtout en matière grasse. Rejoignons les conseils du père de la médecine, Hippocrate. L'alimentation est la première médecine. Dans cette perspective, plusieurs idées reçues sur l'alimentation et son équilibre ont été remises en cause lors de l'intervention du professeur Henri Joyeux, notamment la question des produits laitiers. Il faut changer les habitudes alimentaires. Il faut augmenter le végétal et réduire les produits animaux. Beaucoup moins de produits laitiers. Chèvres et brebis uniquement. Pas de produits de la vache, parce qu'il y a des facteurs de croissance qui ne sont pas bons pour notre santé et qui augmentent les risques de cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum, etc. Donc, plus de végétal, ça veut dire plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses, moins de produits animaux. Aujourd'hui, nous consommons 80% de produits animaux et 20% de produits végétaux. Il faut inverser. Lors de ce séminaire, il était nécessaire de rappeler et de relever, encore une fois, l'importance de l'alimentation chez l'enfant.
notamment l'allaitement maternel. Un procédé qui éviterait davantage l'exposition de l'enfant à diverses hypersensibilités et les différentes maladies. Avant la naissance, déjà dans le ventre de nos mamans, nous allons adopter une stratégie, donc l'utérus pour ne pas être attaqué par sa maman, une réponse à médiation dite TH2, c'est-à-dire à la médiation à anticorps. Et quand on vient au monde, on est déjà prédisposé aux ADN. Et donc, déjà, par un accouchement par voie basse, donc la maman, elle va donner des bactéries à son bébé, qu'on appelle le microbiote, qui va peupler l'intestin, et ces bactéries vont constituer pratiquement une carte d'identité qu'on appelle le microbiote, et ça va permettre à cet enfant de grandir et de développer son système immunitaire. Maintenant, s'il n'y a pas d'allaitement, si par malheur il y a eu déjà un accouchement par césarienne et il n'y a pas eu d'allaitement, ce microbiote serait perturbé et donc l'enfant serait exposé à tout ce qui est bactéries opportunistes qui va bien sûr se répercuter sur cet enfant. C'est dire que donner les bons aliments à son corps, on octroie un maximum de chances de rester en excellente santé physique et intellectuelle. Alors, reportage de Nour Houda sur ce séminaire organisé par la SANMO, la Société algérienne de médecine orthomoléculaire. Docteur Barry, vous êtes le président de la SANMO. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données, quelques données statistiques ou quelques exemples de cas, par exemple, de patients qui ont suivi cette médecine orthomoléculaire? Oui, nous avons plusieurs types de patients. Certains, ils étaient dans un stade avancé, ils ont utilisé les conseils nutritionnels et la thérapeutique orthomoléculaire pour renforcer l'immunité du corps, pour faire face à leurs maladies chroniques dégénératives ou auto-immunes. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi justement rapidement la thérapie orthomoléculaire? C'est de donner des molécules justes qui existent dans l'organisme et qui ont dû subir un déficit qui a entraîné la maladie. Donc c'est la vitamine C, voilà, c'est les vitamines, les oligo-éléments et la coenzyme dans le NADH, qui est un cofacteur dans le cycle de Krebs, qui permet d'augmenter le nombre d'ATP dans la mitochondrie et donc l'énergie cellulaire. Et donc là, ça permet de centrifuger entre guillemets, les cellules atteintes et donc provoquer l'apoptose et donc les autodétruire, et renforcer les cellules saines et permettre une reconstruction cellulaire et à moyen terme la reconstruction tissulaire. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas uniquement de traiter, mais de régler les problèmes qui ont été à la cause de cette maladie. Parce que parfois, on a une bonne rémission, mais 3 ans après, 4 ans après, les gens vont parler par exemple de cancer, de métastases. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est des métastases et ce n'est pas un nouveau cancer initial qui est dû aux facteurs initiaux, donc par exemple la pollution, le stress psychogène, le stress oxydatif, tous les rayonnements qu'on subit au quotidien avec tout ce qu'il y a comme trucs électromagnétiques, par exemple l'aluminium dans les éléments de cuisson, dans les vaccins et tout ce qui va avec. Donc il y a toute une harmonie à faire pour aller vers une prévention idéale. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une conférence du professeur Ahmed Rouini sur la nutrition de la femme enceinte. On a parlé également de nutrition du sportif. Mais il y a eu également la conférence du docteur Zoubida Tuimer à Italie, qui a parlé de l'allaitement, tout simplement. Et le thème, c'était manque de lait, mythe ou réalité. Et finalement, c'est un mythe. Chaque femme doit allaiter son enfant, même s'il y a eu... Mais quand il y a des problèmes, justement, il y a des femmes qui essayent d'allaiter leurs enfants et qui disent qu'elles manquent de lait. Alors, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que vous avez malheureusement un médicament qu'on donne aux femmes sans le leur expliquer, un médicament qui bloque la lactation qui s'appelle le Parlodel, je donne son nom. Ça, c'est ce qu'on donne quand on veut sevrer. Non, attendez, mais il y a des femmes en France qui ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on leur donne, on dit voilà, vous allez prendre cette petite vitamine parce que vous êtes fatigué, vous avez eu un très beau bébé, vous avez un peu saigné, vous êtes fatigué, anémique, prenez donc ça. Et là, la femme dit au bout de 3 jours, mais j'ai pas de lait. Mais tout simplement parce qu'on lui a donné un antiprolactine. Prolactine, c'est l'hormone qui est au centre du cerveau, qui fait que lorsque la femme a accouché de son bébé, eh bien, immédiatement, la prolactine se met à être sécrétée pour fabriquer le lait au niveau du sein. Mais si on vous donne ce médicament, en vous le cachant, en vous ne disant pas ce que l'on vous donne, eh bien, on vous arrête la lactation. Alors ça, c'est évidemment les grands laboratoires qui sont derrière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire le lait contre le reflux, le lait contre l'eczéma, le lait contre les troubles digestifs. Je commençais à voir ici à Alger des publicités sur des grands panneaux publicitaires. Je réponds non à cela. Le meilleur, c'est l'allaitement maternel. Toute femme est capable d'allaiter son enfant.
Il faut que ça soit son choix, bien évidemment. Si elle ne veut pas, il n'y a pas de problème, on ne va pas la forcer. Mais c'est l'idéal, c'est le meilleur vaccin pour le bébé. Figurez-vous que le système immunitaire d'un enfant, pour qu'il soit fait, il faut 1000 jours. 1000 jours à partir de la conception. Ça veut dire que vous avez le corps de l'enfant qui se fabrique en 270-280 jours, c'est-à-dire le temps de la grossesse. Et ensuite, il vous faut ajouter, comme l'a dit mon collègue, d'une part, l'accouchement par voie naturelle pour récupérer le microbiote de la voie vaginale qui est absolument normal. Et ensuite, l'allaitement maternel qui apporte tous les anticorps à l'enfant, qui protège l'enfant. Un exemple très récent, l'immunoglobuline A, qui est une globuline, une protéine, si vous voulez, de la protection immunitaire. Eh bien, si la maman accouche à 7 mois prématurément pour son bébé, elle va avoir dans son lait plus d'immunoglobuline A qu'une maman qui accouchera à 9 mois, parce qu'à 9 mois, le bébé, il est déjà mieux fait, il est plus préparé, si vous voulez. Bon. Donc, il y a une adaptation du corps de la maman au corps de l'enfant. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, vous remontez le moral à toutes les femmes qui Mais bien sûr, il y a raison. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, en France en particulier, on vous coupe le cordon, et ensuite, on vous dit le gosse à la crèche. Et là, il va commencer à être malade. Et on empêche la maman d'allaiter, parce qu'on l'oblige à reprendre le boulot au 3e mois. Et le ministre de la Santé en France est une catastrophe absolue, n'ont strictement rien compris à ce problème, alors que ce sont des femmes de l'allaitement maternel qui est l'idéal pour la maman. Donc moi je prône un allaitement maternel, ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, de 1 année intégralement, plus, pardon, 6 mois intégralement, 6 mois, puis 1 année où le matin avant de partir au boulot et le soir on retourne, ce que j'appelle l'apéritif de bébé, si vous voulez, voilà. C'est l'allaitement mixte. Mais voilà, mixte pendant 1 année. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de vacciner l'enfant, parce qu'aujourd'hui, vous avez une arnaque des laboratoires pharmaceutiques. C'est pour ça que j'ai créé une sorte de pétition qui est signée par près de 800 000 personnes et qu'il faut faire connaître dans toute la France à tous nos amis, pour qu'il y ait un ras-le-bol des laboratoires pharmaceutiques qui exploitent les familles en disant « à 2 mois, il faut vacciner l'enfant contre l'hépatite B ». Or, l'hépatite B, vous l'attrapez si vous êtes drogué, si vous êtes chirurgien, si vous êtes infirmier, mais ce n'est pas à 2 mois que vous savez que vous allez vous droguer ou que vous allez être chirurgien ou infirmier à l'hôpital. Bon, sauf si vos parents ont de grandes espérances, voilà. mais encore, vous avez le temps, hein, d'ici là. Laissons les enfants avec leur maman, hein, de telle façon qu'elles puissent véritablement, si vous voulez, donner le meilleur de ce qu'elles ont pour la santé de l'enfant, qui est d'ailleurs, au passage, le meilleur pour la santé du sein, pour éviter les cancers du sein. Tout à fait. Justement, je vous invite à réagir, puisque on parlait donc de nutrition. L'éducation au goût, c'est aussi très important. Ça peut être aussi la cuisine, un atelier, justement, pour sensibiliser les enfants à la cuisine et à la nutrition. Tout à fait, même si l'éducation au goût, elle commence in utero et à travers le lait maternel, donc l'alimentation de la maman qui attend un bébé, ou même avant d'avoir le bébé, est très importante. Alors, les enfants, effectivement, c'était une question qu'on me posait souvent quand je faisais des formations pour les adultes, et j'ai fini par écrire un livre, à mettre une véritable pédagogie qu'on peut utiliser dans des milieux scolaires ou dans des milieux ludiques, mais aussi à la maison, une pédagogie de la nutrition simplifiée mais très complète, qui commence avec la première étape de la digestion dans la bouche, les dents, la salive. Ça c'est fondamental, il faut vraiment que tout le monde révise ces notions-là, parce que la digestion, elle commence dans la bouche. Et pour les enfants, on va du théorique au pratique, et la pratique, elle est à la fin avec des recettes de cuisine, bien entendu, et tout au long, c'est ludique, donc il y a des dessins, des chansons, des comptines qui sont enregistrées avec une équipe d'enfants bénévoles qui ont fait ça. Tout est mis en musique. Il y a le CD. Il y a le CD, oui, qui est offert en plus du livre, voilà. Et j'espère qu'avec ça... les enfants et les parents, oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. J'ai même des adultes qui le prennent pour eux-mêmes, parce que parfois certains adultes sont totalement perdus dans leur cuisine, ils ne savent pas faire. C'est important d'expliquer justement aux enfants de ne pas juste leur dire termine ton assiette, de continuer d'aller au-delà de dire termine ton assiette parce que... Hein, oui, et puis s'ils apprennent à faire, eh ben, ils vont déguster. Et puis les habitudes, vous savez, les habitudes alimentaires, elles commencent très tôt. Et quand on est adulte, qu'on a des problèmes de santé, les changer, c'est très difficile parce que c'est ancré, c'est affectif, c'est nos racines. Très difficile à faire évoluer. Justement, une bonne alimentation pour renforcer notre système immunitaire et se protéger contre les maladies. Donc, professeur Joly, vous nous l'expliquez tout à l'heure, plus de végétal, moins d'animal, la cuisson de vapeur, mais il y a aussi un autre volet, c'est la fameuse conservation des aliments. Oui, très important.
Alors, on a parlé de cuisson, mais il y a aussi les crudités. Il faut manger beaucoup de végétaux en crudité. Les fruits, ça ne se cuit pas. Ouais. Les jus, ça se presse soi-même. Voilà. Donc, le plus naturel possible. Le jus, quand on le presse, justement, il a un temps de conservation qui est très court. On le boit très vite, sinon ça s'oxyde. Alors, on peut toujours mettre un peu de gouttes de citron, mais il ne faut pas le garder, il faut le faire tout de suite. Et le mieux, c'est de manger les fruits entiers. Manger l'orange. Voilà, vous avez tout le jus et les fibres. Je vous ai dit, les fibres, c'est très important. Voilà. Ce sont les probiotiques qui vont donner les prébiotiques et le microbiote. Parce que si notre intestin se met à chahuter, ça va informer négativement notre cerveau, d'où le pessimisme, d'où des neuromédiateurs qui sont négatifs, on n'est pas bien, etc. Vous voyez, donc il y a une relation directe entre tout ce que nous mangeons qui va être dans notre tube digestif et notre système nerveux central. C'est pour ça que certains disent que nous avons un deuxième cerveau, c'est un peu excessif, et qui se situerait là dans notre ventre. Ça veut simplement dire qu'il y a une relation très puissante entre notre cerveau, notre système nerveux, tout ce que nous fabriquons avec nos neurones pour prendre les bonnes décisions, et en même temps notre alimentation. Donc manger mieux et meilleur, c'est certain que ça nous permet d'être plus positif pour notre santé, plus imaginatif, plus créatif, et en même temps de ne pas nous enquiquiner les uns les autres, d'être avec un moral meilleur, si vous voulez. On nous parle beaucoup ces dernières années de ces fameux antioxydants. Consommer des antioxydants, c'est bon pour la santé, mais concrètement, qui sont ces antioxydants et où les trouve-t-on? Alors, les antioxydants, vous allez les trouver déjà sous la forme de vitamines, la vitamine C, la vitamine E, que vous avez lu, la vitamine E dans l'huile d'olive, quelque chose d'absolument fabuleux. Il faut arroser toutes ces salades d'huile d'olive, et il ne faut pas trop faire cuire l'huile d'olive. La vitamine C, vous l'avez dans les fruits. Et puis, vous avez aussi des antioxydants qui sont des antioxydants que nous sommes capables de prendre sous une forme un petit peu chimique, si vous voulez, sous forme de compléments alimentaires. Là, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Il y a des bons compléments alimentaires, mais pour savoir des compléments alimentaires dont quelqu'un a besoin, moi je dis qu'il faut faire un bilan bionutritionnel. Alors il y a un bilan bionutritionnel très simple, qui s'appelle le bilan bionutritionnel d'un petit laboratoire français qui est absolument excellent, qui s'appelle Nutergia. Vous avez 80 questions qui vont vous poser des questions sur comment vous alimentez, comment vous dormez, comment est-ce que vous perdez un petit peu les cheveux sur l'oreiller le matin, est-ce que vous êtes énervé, comment sont les évacuations, la sueur, la transpiration, le sport. Bon, quand vous avez rempli ces 81 questions, eh bien vous avez un résultat qui est informatique, qui vous dit, ben voilà de quoi vous mangez, vous manquez. Alors vous manquez de poissons, pas assez d'oméga 3. Les oméga 3, c'est pas une mode, c'est dans les poissons et dans les fruits de mer. Ah oui, mais on vous dit, mais dans les poissons, il y a du métaux lourd, il y a des pesticides. Oui, mais cuisson à la vapeur douce. Parce que si je fais transpirer mon poisson, je vais lui faire faire tous les produits qui ne sont pas bons, ni pour lui, ni pour moi, ils seront au fond du cul vapeur, je vais les jeter, je ne vais même pas les mettre dans mes plantes pour les arroser. Donc, il y a une véritable cohérence, si vous voulez, entre les antioxydants que j'ai dans mon alimentation, des antioxydants dont je peux avoir besoin, effectivement, pendant un certain temps pour protéger mon organisme, parce qu'un antioxydant, c'est quoi? C'est un anti-vieillissement, c'est un anti-cancer. Quand vous avez un portail qui est plein de rouille, bien, vous voulez le repeindre, vous allez enlever la rouille qui est l'oxydation. Bon. Et ensuite, après avoir enlevé la rouille, vous allez donner souvent une peinture de couleur rouge ou orangée qui est antioxydante. On appelait ça autrefois le minium. Bon, et après, on mettait la bonne peinture. Eh bien, nos antioxydants vont nous aider à éviter le vieillissement, l'Alzheimer et le Parkinson, par exemple. Bon, tout simplement, pourquoi il y en a davantage? Parce qu'on donne aux gens à manger et à consommer des produits qui ne sont pas faits pour eux. Si un homme veut avoir une prostate de veau, c'est pas compliqué. Il va consommer des produits laitiers et il aura une prostate de veau. Et après la prostate de veau, 100 cm3 au lieu d'en avoir 30 ou 40, il va avoir un cerveau de veau. Qu'est-ce que c'est le cerveau de veau? C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le diabète de type 3, c'est l'Alzheimer. C'est la perte de la mémoire. Vous mémorisez mal. Donc, si vous mémorisez mal, vous ne savez plus quel est le nom de votre petit-fils, de votre grand-mère, de ci, de ça. Bon, donc, l'alimentation est aussi responsable, si vous voulez, de ces maladies de civilisation que sont d'une part le Parkinson, d'autre part la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique. Tout ça, ce sont de mauvaises habitudes alimentaires. Donc, les Alors, j'ai bien compris qu'il y a des bonnes habitudes alimentaires à adopter justement pour se protéger en termes de prévention pour éviter toutes ces maladies, mais qu'en est-il du patient, vous êtes oncologue, du malade, du cancéreux? Est-ce qu'il doit adapter une alimentation toute particulière? Mais bien sûr. Les patients qui subissent des chimiothérapies. Tout à fait, tout à fait. Alors d'abord, quand on est en chimiothérapie, il est bon de jeûner.
de jeûner, ça veut dire de prendre uniquement des jus de légumes et des jus de fruits frais, si possible d'une agriculture de qualité, agriculture biologique, pendant les 2 jours avant la chimio, le jour de la chimio, le jour d'après. Pourquoi? Parce que vous allez mieux supporter le traitement qui vous est nécessaire pour vous guérir. Mais ensuite, ce qu'il faut éviter, c'est la récidive. Et tout à l'heure, mon collègue l'a très très bien dit, si vous maintenez la cause de votre premier cancer, vous allez en faire le deuxième. C'est évident. Alors on va vous donner chimiothérapie sur chimiothérapie, mais n'oublions pas que la chimiothérapie, c'est quelque chose qui réduit votre immunité, qui fait pour tuer, par exemple, vos cellules cancéreuses. Mais la femme vous dit, docteur, j'ai un cancer au sein. Bon, vous me traitez mon cancer du sein par la chimiothérapie, mais vous me faites tomber tous mes cheveux. Mais mon cancer n'est pas sur mon cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est ce problème? Pourquoi vous me tuez mes globules blancs alors que mon cancer il est là, il n'est pas dans mes globules blancs? Je n'ai pas une leucémie. Elle a raison, la femme qui vous dit ça. Et heureusement, nous avons trouvé maintenant des antifacteurs de croissance qui sont des antifacteurs qui vous évitent la croissance d'une tumeur ou qui la font décroître. Par exemple, une tumeur de l'estomac du volume, par exemple, d'une orange. Eh bien, vous donnez un antifacteur de croissance, en 6 mois, vous avez le volume d'un cacahuète. Bon, et après, vous faites une opération qui est beaucoup plus réduite. Mais ça veut dire que les facteurs de croissance, ils sont où dans notre alimentation? Ils sont dans les produits laitiers de la vache. Parce que la vache, elle donne un lait pour qui? Pour son veau. Bon. Mais autrefois, les mamans faisaient bouillir le lait. Les grands-mères faisaient bouillir le lait. Jusqu'à ce que ça devienne de la crème. Voilà, elles faisaient de la crème. Mais c'était des facteurs de croissance qui étaient explosés. Mais on fait toujours bouillir le lait avec le procédé UHT. Non. Le problème, quelques secondes. Oui, mais il n'est pas bouilli. Il est UHT. Voilà, c'est une cuisson qui est élevée, c'est vrai, 140 degrés, mais qui est trop courte. 3 secondes, pour des raisons industrielles, pour des raisons de simplification, pour des raisons d'économie aussi, il faut dire les choses, de business, quoi. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on n'a pas supprimé les facteurs de croissance, donc on les consomme. Moi, je ne veux pas consommer des facteurs de croissance, j'ai pas envie d'avoir un cancer du pancréas, de la prostate et du poumon, donc je vais vers la chèvre et la brebis, petit animal. Donc, en Algérie, vous avez tout ce qu'il faut, au Maroc, ils ont tout ce qu'il faut aussi. Vous voyez, et il faut éviter de consommer, sauf si vous avez la vache dans le jardin, alors vous pouvez aller la traire, et puis il faut pas la stresser. Merci beaucoup. Donc je rappelle que ce séminaire se poursuit un mois avant de quitter Dr Barli sur le programme de cet après-midi peut-être. Oui, donc cet après-midi il y aura déjà ce matin le professeur Mustafa Oumouna est en train de parler sur l'immunité. Et cet après-midi donc il y aura une deuxième conférence sur l'immunité, c'est l'immunité de 0 à 100 ans. Également cet après-midi Madame Christine Bouguet va parler de l'andropause et la ménopause et donc tous les conseils nutritionnels pour une vie agréable au 3e et 4e et avoir une vie aussi joyeuse que le couple joyeux. Voilà. Et donc voilà le programme. Si ce n'est bon, je peux vous annoncer les prochains séminaires. Il y aura du 22 au 23 janvier. Ben, on va reprendre avec Dr Fadila Belfodil de Paris. Elle est algérienne, donc médecin gérontologue. On va parler de la nutrition du sujet âgé. Il y aura professeur Atsou Yanagi Chiawa. On va parler du protocole de Riordan, donc le traitement à base d'oméga-dose de vitamine C. Au mois de mars, il y aura Dr Monique Béja, on va parler de régime cétogène. Au mois de mai, il y aura professeur Georges Giltmayer, on va parler du NADH, la coenzyme 1, et il y aura la princesse Thérèse von Schwarzenberg d'Autriche, qui va nous honorer de sa présence pour parler de la médecine nouvelle germanique et la guérison spontanée. Et à la rentrée sociale, on espère avoir, on serait joyeux d'accueillir, voilà, bienvenue à l'avance. Merci à vous. Donc rendez-vous pris, plus d'informations aussi sur le site de la SADMO. Et puis les ouvrages, bien sûr, du professeur Joyeux et de Madame Christine Bouguet-Joyeux. Le site c'est orthomoléculaire.org. Très bien, merci à tous. Je vous propose à présent une pause.